Bonjour. Alors aujourd'hui, à Juste Milieu, je vais m'entretenir avec une experte en ressources humaines, Fanny Barrette de Doc Service Conseil. Bonjour Julie. Bonjour Fanny, merci d'être là. Merci d'avoir accepté de démystifier tout ça avec moi. Puis je voulais vraiment qu'on en parle parce que, bon, il y a encore des vagues de hashtag MeToo et tout ça, des relents de ça. C'est pas terminé, bref. Et c'était important justement d'y voir pour le gouvernement à travers la CNESST parce qu'il y en a beaucoup qui se passent justement dans les milieux de travail et tout ça. Donc, partons de la base, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement psychologique ou sexuel dans le milieu de travail? Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Oui, puis je vais me baser pour te répondre, Julie, à vraiment la définition de la CNESST parce que c'est le cadre de référence qui est le plus facile à s'approprier. Puis évidemment, on doit le respecter comme employeur. Les employés aussi sont tenus de partager cette responsabilité-là. Donc, on va regarder, je vais te nommer quelques critères qui doivent être présents pour qu'on puisse vraiment conclure qu'il y a eu harcèlement. Là, on parle d'harcèlement psychologique, sexuel. On va voir dans la définition, en fait, que le harcèlement sexuel, il va être compris dans la définition du harcèlement psychologique. C'est simplement que les comportements, les propos, les gestes qui vont avoir été commis vont avoir une connotation sexuelle. Donc, plutôt que d'aller dans l'insulte, d'aller dans la menace, bien, peut-être qu'on va inviter la personne avec des propositions insistantes qui sont déplacées, dégradantes, etc. C'est étrange à dire, mais il y a moyen d'avoir plaisir, puis d'apprendre, puis d'être curieux sur ce sujet-là qui a l'air super lourd, gris, un peu, finalement, décourageant. Parce que oui, le motif, puis cette problématique-là du harcèlement, elle est sérieuse, elle a des impacts, donc on doit s'y intéresser, mais c'est aussi une excellente opportunité d'aller dans de la reconnaissance, de dire « Hey, nous, notre équipe de travail, voici c'est quoi le respect, voici comment on veut collaborer ici, on va avoir des idées, on veut se permettre de se tromper, de se planter, faire des erreurs, c'est pas grave, on est là pour évoluer dans un monde complexe comme aujourd'hui. Il n'y a plus de réponse facile. Je vous dirais, moi, j'invite vraiment les entrepreneurs, dirigeants, les employés, donc quiconque travaille, comme tu l'as dit, dans la population active, de juste voir le harcèlement, la prévention du harcèlement comme une opportunité de revoir, est-ce que dans ma façon d'interagir avec mes collègues, avec mes proches, mes collaborateurs, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens respectée? Je me sens digne aussi? Je sens qu'on me fait confiance, qu'on me laisse. C'est ça, puis excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais c'est que il faut qu'il y ait un terreau fertile pour, j'imagine en tout cas, vu de l'extérieur, pour que le harcèlement prenne forme, prenne place. S'il y a de l'incivilité dans le milieu de travail, bien là, à ce moment-là, tu as plus d'opportunités, entre guillemets, que ça se développe éventuellement en harcèlement. Vraiment. Et moi, j'aime bien, quand on s'en est parlé de ce beau projet-là, tout de suite, dès le départ, ce que tu m'as dit, c'est moi, je veux que ce soit vu de façon positive. Je pense que c'est la façon de l'aborder. Fait que... Vraiment. Je reprends tes mots, si tu permets. Oui. Quand on parle de civilité, bien, c'est quoi la civilité? Bien, c'est ça, c'est toute la courtoisie, le respect, cette approche d'ouverture-là, du vivre ensemble au travail. Et mon Dieu, qu'on en a besoin aussi après, bon, la pandémie, les changements organisationnels, les transformations numériques. On est vraiment dans un contexte où, dans l'humilité d'être ensemble, dans la curiosité d'être ensemble, ça fait du bien à tout le monde aussi. Donc, tu parlais de civilité. Oui. Tu m'as parlé de terreau fertile. J'aime beaucoup les mots que tu utilises parce que c'est vrai que quand on tombe dans l'incivilité, manque de courtoisie, grossièreté, maladresse, là, mais quelqu'un qui claque la porte, répond jamais bonjour, fuit le regard, interrompt toujours les conversations. Pas toujours, évidemment. L'intention n'a pas vraiment une importance dans l'équation. C'est juste que ces comportements-là, s'ils s'accumulent, tu as raison, ça devient un terreau fertile pour qu'on puisse conclure qu'il y a eu du harcèlement. Donc, si moi, à chaque fois que toi, tu passes en arrière de moi dans une salle, mais que je te claque la porte au nez, que je te regarde toujours avec un regard qui est dépréciateur, bien là, à un moment donné, en plus, le comportement est ciblé. Donc là, on commence à apprécier que les critères de la définition du harcèlement sont présents. C'est plus juste une incivilité comme ça qui est, bon, peut-être une journée où on est fatigué, on ne fait pas attention, une maladresse là, qui nous arrive tous. Aussi, tu peux dire, écoute, j'ai mal dormi cette nuit, je m'excuse. Exact. Mais tant que les excuses sont sincères. Oui, parce que c'est ça qu'il faut être capable de reconnaître aussi, j'imagine, en tant qu'employeur. Moi, je suis employeur aussi. J'ai une équipe formidable avec qui je travaille. Mais j'ai des responsabilités, je dois agir en bonne mère de famille, on va le mettre au féminin.
qu'est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va me dire que ça vient d'outrepasser, ça vient de s'en aller du côté du harcèlement? Oui, tout à fait. On va regarder. Comment je le reconnais? Puis comment je le traite? Est-ce que je me substitue? J'ai beaucoup de questions. Est-ce que je me substitue à un spécialiste ou je fais appel justement à des experts en la matière? Tout à fait. Bien, commençons avec la base. On parlait des critères du harcèlement psychologique sexuel. C'est quoi? Bien, le premier, c'est que ça doit être une conduite qui est vexatoire. C'est justement, on n'est pas dans l'anecdote. Ça peut être, oui, par exemple, une blague qui est déplacée, mais il suffit d'excuses sincères. La personne a dit « Ouf, c'est pas ma meilleure aujourd'hui. Peu importe, je suis désolée. Ça a sorti, puis je me rends compte que c'était pas approprié. Excuse-moi. » Bon, ça va. T'sais, il peut avoir eu un volet vexatoire, mais parce que la personne a été de bonne foi, a pris responsabilité, a eu le souci de l'autre, a été sensible, on va voir tantôt, les autres critères sont écartés. Mais, premièrement, premier ingrédient qui doit être présent, c'est la conduite vexatoire. Donc, s'il y a quelque chose de blessant, qu'une personne, un professionnel raisonnable, subit ce comportement-là, ce geste-là ou ce propos-là, bien, il y a un malaise. C'est quelque chose qu'au niveau des normes sociales, ça déroge ici. Donc, comme je le disais, bien, se faire claquer la porte au nez, avoir des commentaires sur son travail sans cesse, se faire critiquer, avoir l'impression qu'on est surveillé, qu'on essaie de nous mettre en situation d'erreur pour nous attraper sur le fait. On a visé une personne ou un groupe de personnes. Premier critère qui doit être présent. OK. Puis en tant qu'employeur, on le voit, on l'adresse tout de suite. Exactement. Rétroaction immédiate. Tant mieux si on le voit. Si on le voit, oui. Exactement. Oui. Dans la majorité des cas, c'est sûr que là, je n'ai pas de chiffres, mais ce qu'on nous donne comme témoignage en entreprise, c'est que souvent, bien, les gestionnaires, on voit très peu, on entend très peu. C'est les collègues, souvent, en premier, qui vont observer ces comportements-là, qui vont être capables de saisir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais parfois aussi, c'est invisible pour les autres. Il n'y a que la personne qui le subit. Parce que peut-être la personne à qui les faits sont reprochés et elles sont seules dans un moment où les autres collègues ne sont pas là. Mais ça peut être aussi que le comportement est tellement subtil, ciblé. Oui. Tu sais, quand on parle de regard, on parle d'attitude. Puis des fois, bien, c'est dans nos normes, on laisse un peu aller des choses comme ça. Quelqu'un qui coupe la parole constamment, qui n'écoute pas. Bien, ça, c'est de l'incivilité qu'on va voir. Là, on a le terreau fertile là, pour le reste des critères qui s'en viennent. Une autre chose que je pense que c'est bon de nommer, Julie, c'est qu'il n'y a pas, on est expert, bon, oui, en ressources humaines, moi, c'est la psychologie organisationnelle, mon domaine aussi, puis on va chercher les questions, on se documente, mais il n'y a rien de tel que de faire l'analyse de la situation qui est devant nous, d'avancer pas à pas avec les personnes concernées. Puis souvent, il n'y a pas une situation pareille qu'une autre parce que les individus sont uniques. Ils ont des besoins, des préoccupations. On ne peut pas tomber dans, oui, nos grandes théories, les grands livres, les données probantes sont là parce que ça établit un cadre, mais on ne peut pas canaliser puis arriver avec cette approche-là qui est très rigide. C'est blanc, c'est noir. Exactement. Bien, je prêche pour ma paroisse, si je peux me permettre l'expression. C'est une approche que je préfère, qui est moins cassante, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui subissent, qui vivent ce type de situation-là, soient soutenues, puis qu'on les accompagne vraiment dans le rétablissement de la relation. Au-delà des critères, au-delà de est-ce que c'est un harcèlement, oui ou non, est-ce qu'on a deux personnes qui veulent travailler ensemble? C'est ça, fondamentalement, qu'on devrait se poser comme question. Alors, tout ça pour dire, premier critère, on coche, c'est vu. Le deuxième, on parle que, bon, la conduite vexatoire, ça doit être des gestes, des propos, des comportements qui doivent être répétés. Fait qu'on sait ça, le harcèlement, ça vient dans une accumulation de faits. On le dit, c'est peut-être pas juste une blague déplacée une fois, etc. Donc, l'accumulation de faits, de gestes, c'est pas nécessairement qu'on me pose la question, mais là, Fanny, est-ce que ça doit durer 3 mois, 6 mois? Est-ce que c'est au bout de 10 fois? Ça peut être une fois, hein? Ça peut être une fois. Vraiment important, effectivement. De trop, mais exactement. Ça peut être une fois. Puis, il y a plusieurs critères qui vont nous aider à déterminer, mais au final, plus le geste est grave, plus c'est entre des personnes aussi dont la relation peut porter préjudice. Par exemple, un gestionnaire envers un employé, on sait qu'il y a des conséquences doublement importantes, néfastes pour l'employé qui subit. Donc, tous ces critères-là vont nous aider à dire qu'écoute, ça n'a pas besoin d'arriver 13 fois pour qu'on intervienne et que la personne ait toute la légitimité de porter plainte puis justement, on résout ça avec elle.
tu l'as dit, une seule conduite grave peut constituer du harcèlement dans le cas où les effets néfastes sont prolongés, c'est-à-dire que justement, c'était pas... la personne est affectée de ça. Il a pu avoir des conséquences sur sa réputation, sur la sécurité d'emploi. Par exemple, un gestionnaire ou un collègue qui va crier après l'individu devant une équipe, devant des clients. Ça peut atteindre l'ego, l'essence même de la personne. Oui, absolument. Oui. Tu sais, quand on parle de dignité, puis on va le voir dans un autre critère, c'est ça, en fait. C'est la personne n'est plus sécuritaire, elle n'est plus dans sa dignité, elle n'est plus dans l'appréciation de qui elle est au travail, finalement. La pyramide de Maslow, là. Aussi, oui, c'est ça, tout à fait. Quand tu vis ça, bien, c'est tes fondements même qui sont touchés. Oui, tout à fait. Oui. Tu fais bien de le nommer parce que c'est vraiment ça. On vient ébranler la base de l'humanité de l'autre personne. C'est vraiment ça, sa dignité, son intégrité, j'ai le droit d'être respectée, j'ai le droit qu'on m'écoute, d'être qui je suis au travail. Hein. C'est ça, la sécurité psychologique, c'est il n'y a pas de conséquences à être qui je suis, il n'y a pas de représailles. Donc, il y a cet aspect répété, mais on l'a dit, il y a quand même une exception. Donc, par exemple, un geste, une manifestation, quelqu'un fait un attouchement sexuel, une agression, une fois, c'est amplement de trop. Donc, on peut effectivement porter plainte à un seul de ces événements-là. On parle d'incivilité tantôt, ça peut être accumulé. C'est-à-dire, bon, quelqu'un sent qu'il y a des remarques qui sont faites à son endroit. On commence à critiquer son apparence physique. Je te donne plein d'exemples comme ça qui peuvent survenir. Ça peut être sinon le fait d'isoler une personne d'une équipe. Donc, on invite tout le monde à dîner, mais cette personne-là, non, il n'y a pas de... Oui. OK. Écoute, le temps file à la vitesse grand V. Il reste encore, je pense qu'il y a 5... Exact, 5 critères. 5 critères. Donc, si on y va avec les autres... Oui, tout à fait. Donc, conduite vexatoire premier, répétée. Ensuite, on dit la conduite, elle doit être hostile ou non désirée. Hostile, en fait, c'est que là, il va y avoir une part d'agression d'une certaine façon. On va vraiment... Oui, c'est ça. Ça peut être crier, justement, de tomber dans l'insulte, la menace, discréditer. Bon, tous ces synonymes-là. C'est ça, on peut retrouver ça sur le site de la CNSST. Oui, tout à fait. Ils ont des outils, puis tu peux retrouver tout ça sur leur site. Oui. Non désiré, bien là, c'est « Wow, t'es bien belle le matin », puis que... Bon, exact. Qui n'est pas nécessairement un comportement hostile, mais on n'a pas envie de subir ça. Non désiré. Exactement. Puis je donne l'exemple des fois, je sais c'est simpliste, mais quand même ça illustre bien de quelqu'un qui me nomme sa cocotte, sa chérie, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Par exemple, toi et moi, Julie, on se donne des surnoms, on est chaleureuses ensemble. Bien, peut-être qu'entre nous, c'est entendu, c'est par collégialité, mais mon supérieur immédiat a les mêmes comportements avec moi ou peut-être que ça, je ne serais pas autant à l'aise. Fait que, tu vois, il n'y a pas d'hostilité comme telle, mais il y a un impact qui est là, qui est réel pour moi, même sans que la personne ait eu l'intention. Fait que c'est ça l'aspect non désiré de ce critère. Par la suite, portant atteinte à la dignité, l'intégrité psychologique ou physique du salarié. Exactement. Donc, autant physique, psychologique, c'est vraiment au niveau de la sécurité quand on parle de l'estime de soi aussi. La personne qui ne sait plus comment s'habiller pour éviter qu'on lui fasse des commentaires, qu'il y a des regards désobligeants. La personne qui a tellement le risque de se tromper parce qu'elle a l'impression que le gestionnaire est sur son dos, toujours en train de surveiller, blâmer. C'est ça. Donc, ce genre de comportement-là qui va vraiment venir ébranler, comme on le disait, la sécurité, la confiance, la dignité de l'individu. Donc, c'est vraiment l'amour-propre de l'individu qui va devenir affecté. Et en terminant, parce que là, je ne sais pas, j'en vois juste 4, mais... Oui, bien, le dernier, c'était en fait au niveau du milieu de travail néfaste. Fait que, donc, quand on prend la situation dans son ensemble, il y a eu plusieurs jets, des paroles, des attitudes. OK, c'est vexatoire, la personne, elle vit des impacts de ça, mais il y a le milieu de travail aussi dans lequel ça s'inscrit. C'est un milieu toxique. Ça peut devenir, exactement. Donc, parce que là, s'il y a des collègues qui voient ça aller aussi, attention, imaginez en plus que c'est pas géré, que les choses traînent, s'accumulent, s'exacerbent, bien, ça peut créer effectivement un désengagement des employés. Mais même au niveau de la performance, on sait que dès qu'il y a présence d'harcèlement au milieu de travail, il y a plus d'accidents, il y a plus de présentéisme, absentéisme. Donc, les gens sont là, mais ici, exactement, ils sont en train de se préserver au niveau des relations.
on se fait plus nécessairement confiance. On peut même faire des mauvaises décisions. Donc, tu vois, c'est vraiment le continuum. Oui, ben, on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission. Tout à fait. En terminant, vite comme ça, il y a aussi également du harcèlement qui est lié à la diversité. Tout à fait. On en entend de plus en plus parler. On n'aura pas le temps de couvrir ce sujet-là, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est quelque chose de très important, puis c'est bien, c'est souligné. Maintenant, on dirait qu'on est mieux outillé pour y faire face. Oui, Fait qu'on on s'en parle à la prochaine émission ou une autre suivante. Merci. Parfait. Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu, au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici, au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. Merci Mélanie d'avoir accepté mon invitation à venir parler de harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Oui. Puis toi, Mélanie, tu gères un CPE, le Oui. CPE Franquette-la-Grenouille. Donc, est-ce que vous avez eu à mettre ça en place dès le départ? Vous y avez pensé ou vous êtes... c'est quoi? C'est dicté par le gouvernement, donc vous vous êtes conformé dès le départ? En fait, on avait une politique contre le harcèlement psychologique au travail il y a de ça déjà plusieurs années. On avait mis ça en place, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 2005. Suite à certains événements qu'on avait vécus, on a pris la décision de mettre cette politique-là en place en collaboration avec le comité de santé et sécurité au travail. Donc, c'est le comité qui a élaboré cette politique-là, évidemment avec les membres de l'équipe de direction. Et par la suite, on l'a peaufiné là, au fil des années et pour en être maintenant en conforme là, avec la nouvelle réglementation. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, on en parle de plus en plus. Oui. Pour toutes sortes de raisons, entre autres avec, il y a 5 ans, le hashtag MeToo, moi aussi, et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est dans les cartons puis qui est de plus en plus exigé même. C'est le gouvernement qui exige des employeurs qui mettent ça en place. Donc, vous aviez déjà une longueur d'avance et là, vous vous êtes conformé finalement aux exigences. Ça a été plus facile? Bien, ça a été plus facile de s'y conformer, en effet, mais il a fallu quand même répondre, s'assurer que notre politique était déjà en place, répondait à toutes les options. Puis, avec l'expérience, comme je disais, on peut la peaufiner, la mettre un peu plus à jour, puis on a ajouté l'élément sexuel qui n'était pas dans notre politique et qui est un élément important là, à avoir mis là, dedans. On est un milieu de femmes, donc on pourrait être sujette à ça. Bien, c'est ça que j'allais dire, parce qu'avant qu'on commence l'enregistrement, je t'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous avez des hommes? Tu as dit que oui, vous avez un homme dans votre équipe? Oui, on a un homme dans notre équipe. Ouais. Sur 40 employés, on a juste un garçon. Wow, OK. Mais donc, tu sais, on pense justement, politique sur le harcèlement sexuel, on se dit, un milieu de femmes avec un homme, c'est peut-être pas si problématique que ça, mais attention, c'est que vous avez aussi ces politiques-là en fonction de votre clientèle, c'est-à-dire les parents des enfants également. Oui. Fait que les politiques comme ça, vous les avez développées, vous les avez mises en place pour vos employés, mais également par rapport à votre clientèle. Tout à fait. Oui, on les a mis en place par rapport à la clientèle. On n'est pas à l'abri, entre autres, de ces situations-là, que ce soit au niveau sexuel ou même harcèlement psychologique ou violent envers nos employés de la part de la clientèle qui est au niveau sexuel et psychologique, c'est davantage au niveau de notre clientèle parent. Par contre, au niveau des comportements violents, ça peut aussi arriver avec des enfants, malheureusement. Donc, on se protège, nous, entre autres, avec la politique de harcèlement psychologique et sexuel au travail, mais on a aussi, dans notre régie interne, des éléments qui font mention, justement, des comportements inacceptables de la part de notre clientèle là, qui pourraient amener à exclure Karen. Oui, exactement. OK. Puis les employés, parce que souvent, c'est pas ce que je perçois, mais souvent, les employeurs vont dire « Ouais, on est tout couvert, on a fait notre politique et tout. » C'est super beau, c'est rangé dans c'est mis sur une tablette,
Mais vous, comment vous le communiquez à vos employés, à vos parents, justement? Est-ce qu'il y a un effort qui est fait à chaque année? Oui, bien, c'est essentiel, en fait, de communiquer, hein, de bien informer les gens de l'existence de cette politique-là, que ce soit auprès de nos parents ou de nos employés. Auprès des employés, c'est davantage en réunion d'équipe qu'on va faire cette démarche-là. La politique est évidemment accessible à tout le monde, ils la reçoivent en copie, mais on va faire le retour de ça ou la mise à jour en réunion d'équipe. Okay. Le comité santé-sécurité au travail est actif à ce niveau-là et donc c'est leur mandat d'informer, entre autres, et d'être à l'écoute des employés qui pourraient être victimes, en plus de la direction ou du membre du personnel ou qui représente davantage le comité santé-sécurité au travail. Pour notre clientèle, à chaque année, on leur remet une copie de notre régie interne dans laquelle fait mention qu'on ne tolérera pas de comportement abusif verbal, sexuel ou psychologique là, envers nos employés. Et ça, bien, ils signent le contrat à chaque année. Là, donc, ils ne peuvent pas passer à côté là, de cette façon-là. Puis si jamais on vivait des situations comme ça, rapidement, les gens sont rencontrés. Okay. On doit faire un suivi. C'est important, là, que ce soit moi ou mes directrices adjointes qui sont très proches de la clientèle, de les rencontrer, de mettre un terme à ça assez rapidement et de leur expliquer qu'on ne tolère pas ça parce que ça peut dégénérer malheureusement très rapidement et avoir un impact, entre autres, sur la qualité du travail de nos employés, ce qu'on ne veut pas. Mais non, effectivement, non. Parce que en tant qu'employeur, notre préoccupation première, c'est de s'assurer d'offrir un environnement qui est sécuritaire, qui est sain. Puis, tu sais, là, on parle donc de harcèlement et tout ça, mais ça part même avant le harcèlement psychologique ou sexuel. C'est un climat de travail qu'on instaure, puis qui fait en sorte que, justement, ça crée comme un filet de sécurité qui vient empêcher ça. J'imagine, tu sais, éviter un climat toxique, s'assurer que les relations se passent bien entre collègues, que les gens sont respectueux les uns envers les autres. C'est la prémisse de base, je pense. Bien, c'est un bon point que tu apportes, justement, parce qu'on parlait beaucoup de la clientèle, mais justement, au niveau de nos employés, c'est important aussi que la relation, on travaille beaucoup en équipe dans un centre de la petite enfance. Donc, c'est essentiel que nos relations soient cordiales, respectueuses. On est des modèles pour les enfants aussi dans notre milieu. Donc, c'est important qu'elles se sentent dans un bel environnement de travail pour justement être écoutées, tout ça, puis éviter ce genre de situation-là. Une dispute, ça peut arriver, mais il faut éviter que ça dégénère. Il faut vraiment bien s'écouter, se respecter pour arriver à avoir un bon climat puis s'assurer que tout le monde s'accorde, là. Tout à fait. Puis que les gens ne se sentent pas démunis face à une situation. Puis plus on est présent aussi, la direction, puis plus les employés vont se sentir à l'écoute, plus ils vont avoir une facilité à venir exposer la situation puis faire part de cette problématique-là là, pour justement qu'on arrive à régler l'événement avant que ça dégénère. Puis, ben oui, tu as tellement raison. Vous êtes un exemple pour les enfants. Oui. Qu'est-ce qui se passerait, puis là, c'est tout à fait hypothétique, là. Qu'est-ce qui se passerait, justement, si on t'arrivait puis on disait, je sais pas moi, le parent X a eu des propos déplacés envers... Est-ce que vous avez mis en place dans ta politique, bon, étape 1, il se passe ci, étape 2, il se passe ça. Est-ce que ça va jusque-là? En fait, il y a une partie qui va jusque-là, oui. Dans le fond, et la première chose, la première étape, c'est de rencontrer la personne pour lui nommer le comportement qui a été observé et de lui dire que pour nous, c'est inacceptable. À partir de là, on s'attend à un changement. Si le changement n'arrive pas, bien, par la suite, évidemment, il peut y avoir un deuxième avis, mais on ne tolère pas très longtemps. Malheureusement, ça peut aller jusqu'à l'exclusion pour la clientèle, l'exclusion de l'accès au CPE pour un parent et voire éventuellement l'exclusion complètement au service, là, si jamais on n'arrivait pas, on ne souhaite pas ça. Ce n'est pas nos objets, c'est pas vers quoi on tend. Nous aussi, à la Chambre de commerce, on a un conseil d'administration. Donc, adonnant le cas où il se passerait quelque chose entre la direction, mettons, puis un employé, j'imagine que ça également, c'est couvert. Et peut-être que là, à ce moment-là, c'est le comité, c'est un ESST ou c'est le comité?
Si ça inclut la direction qui est impliquée, bien, la direction générale principalement, parce que Donc, j'ai toi. quand même des directions Oui, oui. adjointes. Oui. Mais si ça concerne les directions adjointes, c'est moi qui pourrais s'en occuper. Oui. Mais advenant le cas que ça l'impliquerait moi, bien, c'est le conseil d'administration vers qui c'est redirigé et qui doit, entre autres, la présidente, rapporter les faits, faire le suivi, puis s'assurer de la conformité de l'application de notre politique pour pas que la situation se reproduise. Là. J'ose espérer que ça n'arrivera jamais, là, mais c'est ça, en effet. Puis, comme on disait, les gens sont au fait sont très, très bien informés de cette politique-là et des mesures à prendre là, pour, si jamais ils sont dans une situation dans laquelle ils ne sont pas confortables, à qui en faire part. Oui. Mais j'imagine qu'avec avec la pandémie, ça a exacerbé un peu les... on l'a vu, là. Moi, je l'ai vu, on l'a senti, nous, bien souvent, au bureau des véhicules automobiles, notamment, qu'on gère également. T'sais, on a senti que la population était fatiguée. Et puis, des fois, c'était nos employés qui écopaient un petit peu, justement. Il y a eu de la détresse, quand même, psychologique auprès de la population. En fait, vous avez dans notre aidé, cas, vous? Oui, c'est ça. Oui, on a aidé. On était en mesure d'urgence pendant cette période-là. Je vous dirais que, étonnamment, pendant cette période-là, c'était un peu différent de notre côté. Il y avait tellement un niveau de reconnaissance de notre clientèle, d'offrir le service, d'accueillir les enfants malgré la situation, qu'on vivait une grande période de reconnaissance. Cependant, là, on vit le contre-coup de tout ça parce que les gens se sont absentés pendant tellement longtemps ou à plusieurs reprises dans les dernières années. Et là, ils sont de retour au travail de façon plus régulière. Et là, les parents sont moins tolérants au niveau de l'absentéisme. Fait qu'il y a moins ça quand on les appelle pour mentionner, exemple, de venir chercher leur enfant parce que leur enfant est malade ou tout ça. Ils sont très collaborateurs, là. Je dis pas qu'ils le sont pas. Oui, mais on sent que les gens trouvent ça plus difficile d'avoir à s'absenter pour leur travail. Donc, on va sentir un peu plus de difficulté ou de réticence à venir chercher leur enfant. Là où on entend un peu plus d'exaspération de leur part. Là. D'où l'importance d'avoir mis en place des belles politiques comme ça. Donc, bien, écoute, je continuerai longtemps parce que vraiment, je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de parler avec toi. Ça fait 23 ans que tu es en poste. Oui, donc, déjà. on a beaucoup de choses à apprendre de toi. Je te remercie beaucoup. Merci, Julie. Merci beaucoup.